La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Et voilà, avec DJ Arnaud Laurent au platine. Non, c'est moi qui suis au platine, C'est toi d'ailleurs. qui es au platine. Bon, Arnaud, tu nous as amené un invité de choix aujourd'hui sur ce podcast d'OVNI. Laurence Emery. Salut Laurence, ça va? Salut, ça va super. Bon, tu m'as ravivé quand on échangeait juste avant, que j'ai voulu enregistrer assez vite, des vieux souvenirs quand même, parce que tu bosses chez Chausson Finance. Tu veux nous expliquer ce que tu fais? Yes. Et moi, j'ai eu cette chance de connaître Chausson. Il a commencé tout seul, Christophe Chausson, ou parce qu'il n'était pas beaucoup en tout cas. Ouais. Christophe a commencé tout seul il y a plus de 30 ans de ça. Mmh. Une époque où le venture, c'était des tours de 1 million et les deals, c'était des hallucinés, des Webedia. Donc, c'est en effet Des petits deals une de autre merde. génération. Non, ceux-là, je pense qu'ils ont eu des belles histoires. Mais c'est vrai que si tu te refais le film, à l'époque, les levées, c'était des levées de 1 million, 2 millions maximum. Une autre époque. Ouais, il a commencé tout seul et puis après, il y a eu plein de générations de partenaires chez Chausson, plein de belles histoires et puis un nouveau partnership depuis 5 ans. Ok. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cet épisode, si tu veux bien, Laurence, c'est qu'on travaille avec Arnaud là-dessus. On va te poncer jusqu'au bout tout ton savoir pour comprendre ce que c'est exactement aujourd'hui le conseil, le banquier d'affaires. Comment on accompagne des startups, puisque vous en faites tellement. Alors, tu vas m'expliquer quel type, quel stage, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour lever de l'argent? À qui il faut s'adresser? Comment on peut lever vite et bien? Quelles sont les grosses différences de ce qu'on pouvait faire il y a même 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Dans quel domaine faut se lancer, peut-être pour ceux qui se lancent pas? Peut-être aussi ce qu'il faut pas faire. Mais voilà, et puis quel intérêt? Mais ce que je trouve intéressant aussi dans vos métiers, c'est que c'est aussi un pré-filtre. C'est-à-dire que moi, je vais prendre un gros coup à mon humilité, à mon ego surdimensionné, mais je pense que je m'étais fait kicker par Christophe Chausson. Il voulait même pas bosser avec moi. Donc tu vois, quand t'as le type qui lève les fonds, qui veut pas bosser avec toi, c'est vraiment... C'est un indice. C'est un indice. Non, Après, mais on tu est vois... très sélectif. Mais Donc je ça, sais, c'est quand même... Et par la suite, du coup, je l'en ai voulu, donc j'ai bossé avec un autre. Mais en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que vous êtes aussi une sorte de pré-filtre. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu peux me raconter, en 2 secondes, ce que fait Chausson Finance aujourd'hui et ce que tu fais chez Chausson Finance? Yes, donc Chausson Partners, puisque maintenant, gros rebranding. Merci. On est passé de Chausson Finance à Chausson Partners. Et donc, on est une banque d'affaires très spécialisée, puisque on travaille sur des opérations quasiment exclusivement en early stage et early growth. Donc, concrètement, c'est-à-dire qu'on aide des entrepreneurs sur leurs opérations, que ce soit des levées de fonds, du build-up, si on veut racheter des boîtes pour se développer, ou une opération d'exit, tout simplement. Voilà. Et donc, on fait ça depuis plus de 30 ans, plus de 300 entrepreneurs accompagnés, parfois sur plusieurs opérations d'affilée. Et puis, à chaque fois, chaque deal et chaque entrepreneur, c'est une super trajectoire, une super histoire que tu suis, quoi. Donc, tu vas de la première levée de fonds initiale, peut-être pas le seed, pré-seed quand même, si? Non, on commence à partir de la série A. Si tu veux parler chiffres, on commence avec des opérations minimum de 5 millions. Et on va dire que ça correspond à des sociétés qui sont sur des niveaux de valorisation entre 10 millions grand minimum et jusqu'à dans les 150, 200 au maximum. Il y a un peu moins de limites hautes, mais voilà un peu le space dans lequel nous on joue, ce qui est très spécialisé parce que si tu prends le gros des banques d'affaires, c'est plutôt... c'est très early par rapport à ce que font les acteurs traditionnels, qui font à 80%, 90% du PE, du private equity ou du M&A, et très peu finalement d'early stage. Vous accompagnez sur une longue durée, donc, puisque tu dis de la série A jusqu'à potentiel, en passant par les fusions-acquisitions jusqu'à l'exit. Ouais. Mais ce qui est intéressant là-dessus, et ce que je trouve difficile à lire, je sais pas ce que tu en penses, Arnaud, mais c'est que toi, quand tu dis on fait que de la série A, on commence à 5 millions. Moi, j'ai l'impression que quand je dis à quelqu'un, tu t'as levé combien?
30 millions, ah ouais, t'es en quoi? Série B? C'est un seed, mec. C'est 30 millions aujourd'hui, tu vois? Donc j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile à lire ça. Il y a littéralement, on est d'accord, du seed dans les defense tech en ce moment à 30-40 millions. Ouais, ça a beaucoup bougé. Toi, tu es dans l'industrie depuis 10 ans, hein, si je me trompe pas. Et Presque. voilà, nos premiers contacts historiques avec Laurent, c'était parce que tu étais angel dans pas mal de startups, et c'est comme ça qu'on avait un peu noué le premier contact, et on Toi, échangeait t'investissais finalement toute seule? du deal flow. Ouais. Ah ouais? Bah, OK. écoute, ça fait plus de 8 ans que j'ai rejoint Chausson Partners. Et au bout d'un moment, à force de voir des belles sociétés passer, tu as aussi envie de passer ce OK. cap-là. Et du coup, j'ai commencé à mettre des tickets en perso. Et puis après, j'ai croisé la route d'Arnaud. J'ai commencé à mettre quelques tickets en tant que LP dans des beaux fonds de site de la place, dont OVNI en disclaimer. Ah, Voilà. merci. Et donc, c'est vrai que pour répondre à ta question, Mathieu, entre l'environnement qu'on a connu il y a 10 ans, où si tu levais 3-5 millions, c'était effectivement une série A. Aujourd'hui, dans la défense tech, effectivement, tu as des seeds, voire des pré-seeds de 5-10 millions. Et c'est vrai que les frontières ont un peu bougé. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le cadre de cet épisode avec toi, c'est que tu as cette casquette d'angel, t'as cette casquette de lever. C'est un épisode qu'on n'a jamais fait au niveau d'OVNI. Moi, je rencontre toutes les semaines, tous les mois, des entrepreneurs qui se posent des questions. Est-ce qu'il faut que je fasse appel à un lever sur le seed, mais aussi sur la série A? On a, sur le premier quarter 2026, nous, plusieurs boîtes du portefeuille qui ont levé des dizaines de millions. Et il y a des stratégies très différentes. Il y en a qui ont décidé de se faire accompagner. Il y en a qui l'ont fait tout seul. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Enfin, c'est pas évident qu'on est entrepreneur de répondre à cette question-là. Et c'est ce qui m'intéressait dans cet épisode, c'est qu'on va pouvoir rendre ce savoir-faire et ton expérience accessible à tous. Alors la question fondamentale, c'est est-ce qu'une bonne boîte, vraiment sexy, a besoin d'un lever, pardon de ce terme que tu dois pas aimer d'ailleurs, mais ou d'une banque d'affaires pour lever de l'argent? Et écoute, oui, une grande question que tu peux t'imaginer, on nous pose régulièrement. Et je pense que la réponse, elle est dans la pluralité des profils de société qu'on voit. Je veux dire, aujourd'hui, tu as pas un modèle de développement de start-up. C'est sûr que si tu commences à comparer des modèles de boîtes en generative AI qui, en 12 mois, atteignent les 10 millions de revenus, bon, si tu regardes que ça, tu loupes une grande partie de la réalité du marché. Et nous, notre rôle en tant que banquier d'affaires, c'est d'avoir une vue 360. Et justement, de pas chercher, ça c'est un peu un des grands risques, c'est de chercher à appliquer des recettes qui conviennent à un petit pan du marché, mais que tu vas appliquer sur toi alors que tu n'es pas du tout sur les mêmes règles du jeu. Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'écosystème, il est ultra divers, il a plusieurs vitesses. Clairement, voilà, tu regardes la generative AI, on n'est pas sur les mêmes dynamiques que ce qui se passe dans l'univers de l'infra, de l'énergie, dans le consumer, etc. Deep tech, medtech. Nous, on voit la dynamique sur certaines boîtes medtech du portefeuille est vraiment à des années-lumière d'une boîte en cyber qui a une hyper croissance. C'est comme tu dis, c'est deux mondes différents, c'est des typologies de fonds différents. Donc, c'est là où on voit que cette évolution, et je voudrais qu'on revienne un peu sur ce qui est plus qu'à la mode, mais qu'est-ce qui se fait, dans quoi on investit en ce moment, et parce que c'est aussi l'avenir du monde. C'est ça qui est intéressant dans tout ça. On investit dans des choses qui, derrière, seront des entreprises qui vont employer des gens, qui vont résoudre des problèmes. Donc ça, c'est quand même, je trouve quelque chose finalement d'assez poétique dans nos métiers que beaucoup ne perçoivent pas comme tel. La question, c'est, alors, avant de rentrer dans cette question sur où est-ce qu'on va, déjà, je voudrais comprendre comment ça fonctionne ton business. Toi, tu prends une commission sur le deal. Exactement. Notre business model, il est quasiment exclusivement au succès. Ok. Donc, si on réussit l'opération, on gagne de l'argent. Et sinon, on gagne rien. D'accord. Donc, on a un modèle qui est très, très risqué, mais aussi très rémunérateur, mais qui est là pour garantir aux entrepreneurs une intensité et voilà, cet engagement en fait dans la relation et dans le fait d'aller chercher un deal et d'aller le mener jusqu'au bout. Et si je dois prendre des montants, peut-être pas forcément chez toi, mais si tu me dis market practice, quelque chose qui serait bien, t'acceptes quoi quand t'es en série A ou en seed? Allez, des choses que vous faites pas, mais c'est quoi tu me dis c'est quasiment exclusivement
Pardon. Ouais. Est-ce que tu prends quand même, t'acceptes un minimum garanti de 10, 15, 30, 50 000 euros? Est-ce que tu prends combien de pourcentage? C'est quoi Oui, écoute, ça dépend forcément du profil d'opération et du stade et ça dépend aussi beaucoup, en fait, de la nature, de l'intermédiaire. Si tu es sur un leveur indépendant, c'est sûr qu'il va pratiquer des prix qui sont différents. Après, il faut faire très attention parce que pour le coup, on pourra y revenir si tu veux, mais l'objectif d'un banquier d'affaires, c'est qu'il t'aide à ouvrir des portes, qu'il te débloque des opportunités, qu'il t'optimise tes Mmh. conditions. Si tu vas chercher un banquier d'affaires indépendant, mais dont en fait, qui a pas une très bonne réputation sur le marché, ça peut être un peu plus compliqué. Mais Mmh. pour revenir à ta question donc, allez, on va prendre le cas, d'une série A et si tu vas voir le top 3-4 du marché, des banquiers d'affaires, tu vas, tourner autour des, 6 sur une première tranche et puis après c'est dégressif en fonction des montants que tu vas chercher. Et ça, là-dessus, Mmh. j'imagine qu'il y a différentes sortes de perceptions. Après, je viens sur les Mmh. typologies de marché, mais les fonds, ils s'en foutent. Ils se disent tant que tu présentes les bonnes opportunités ou Mmh. voilà. Il y a des gens qui sont contents, pas contents. C'est quoi la réputation en 2026, ça fait suffisamment longtemps que vous Ouais, écoute, existez c'est ça. pour. C'est ça et justement, je pense que le fait qu'on soit là depuis aussi longtemps, qu'on ait la réputation, qu'on ait, qui est quand même aujourd'hui, celle d'un acteur de référence sur la place, te montre que en fait, c'est pas le vrai sujet. Bien sûr, on est tous pareils, on n'est jamais contents de payer l'addition Mmh. à la fin ou on aimerait peut-être à un moment toujours payer moins. Mais dans les faits, heu, les entrepreneurs avec lesquels on travaille, ils voient notre valeur. Je veux dire, quand tu travailles pendant 6 mois avec un entrepreneur, que tu as été dans les tranchées avec lui, que tu as essuyé, tous les noms que tu dois essuyer pour aller au bout d'un process, t'inquiète pas que, en fait, c'est pas un sujet. Et dans quelle mesure ce métier, comme celui de chirurgien, et non, chirurgien peut-être pas, radiologue, avocat, et cetera, je peux te dire: «Ma chère Laurence, c'est très bien tout ça, mais regarde, moi avec Claude, mon deck, je le fais il se fait même tout seul, j'ai rien à lui dire, je l'envoie sur mon site même mon site internet se fait tout seul d'ailleurs. J'ai plus besoin de toi, et puis les banquiers, ils va me les trouver et puis les fonds, voilà». Ouais, non, écoute, je pense que notre métier, On te le dit on ça a d'ailleurs un peu ou pas? Pardon, franchement, pas tant que pas ça, encore. parce que je pense que, si tu réduis notre métier à faire un beau deck et un beau BP, clairement, c'est que, tu loupes une partie de l'équation mais je pense que tout le monde en est conscient, que ce soit les investisseurs ou les entrepreneurs. Une grosse partie du métier, elle est, dans la connaissance très fine et qui évolue dans le temps aussi des règles du jeu, de la diversité des fonds et dans la capacité à aller, Mmh. gérer cet interpersonnel et ça, je pense qu'on a quand même encore, de beaux jours devant nous avant que ce soit totalement disrupté. Tu as le OK. coaching de l'équipe dirigeante. Moi, je me souviens d'avoir fait quand même pas mal de crash tests avec des entrepreneurs du portefeuille et on le fait encore régulièrement. Donc, je sais pas, on appelle ça dry run, où en gros, on fait répéter les entrepreneurs avant les pitchs devant les investisseurs série A et B. Et ça, pour l'instant, je pense qu'il y a aucun outil AI qui va vraiment, voilà, venir cerner la psychologie de l'entrepreneur, Ouais. l'aider à formuler ça quand même. Totalement et puis, en fait, là, on parle du début aussi, mais moi, je peux te parler de la fin des process où, en fait, on vit quand même dans chaque process, on vit toujours un moment dur. Que ce soit parce qu'il y a un nom ou celui-ci, le nom qui pique vraiment et où il y a une question de: «Est-ce que tu peux le rattraper? Comment?» et cetera et dans ces cas-là, quand tu es tout seul, bah, c'est très dur et potentiellement, il faut être créatif, aller chercher, des interlocuteurs, sur le côté, venir rapporter un élément et puis en phase de négo aussi après, c'est là où tu peux cranter de la valeur beaucoup et ça, c'est des choses qui sont peut-être pas palpables économiquement, mais tu vois, tu vas avoir peut-être des meilleures conditions, sur, tes liveurs, sur ton pacte, sur Mmh. plein de choses et ça a de la valeur aussi. Hem, Si je prends en plus, dans ce que tu dis, et ce que tu dis aussi sur la préparation, si je prends un HEC, qui a vendu 2 boîtes, qui a investi dans plein de fonds déjà, qui est plein aux as et qui a un réseau de ouf. En fait, peut-être qu'il a moins besoin d'aller venir chez vous que finalement, même un jeune polytechnicien ou super nerd de telle ou telle école qui, en fait, a un projet qui est une pépite entre les mains, mais c'est absolument pas, faire tout ça, a même peut-être pas envie de le faire nécessairement Mmh. et va venir chercher et celui-là peut avoir autant, si ce n'est plus de valeur que le premier. Ouais, écoute, je pense que
ce qui répond à ta question, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, une levée de fonds, ça ne s'improvise pas. Une opération, de façon globale, ça ne s'improvise pas. Et donc, bien sûr, Pourquoi, pardon? pourquoi ça s'improvise pas? Ouais. Parce que tu as one shot, quoi. Il faut vraiment pas se louper. En fait, à partir du moment où tu commences à parler à des fonds ouvertement et à envoyer de la data, tu ouvres une fenêtre de tir qui va se refermer dans 6 mois maximum. Et donc, si tu loupes ton début, si tu loupes le milieu, peu importe finalement, tu peux vraiment foirer les choses. Et après, ça va te prendre 12 mois avant de pouvoir revenir sur le marché parce que tu vas être tagué en no-go dans les CRM de tous les fonds de la place. Et ça, c'est dur. Donc, clairement, une levée de fonds, ça s'improvise pas. Intéressant. Non, mais c'est vrai. Puis derrière, tu peux tanker la boîte si enfin, il y en a eu quand même beaucoup. Mais il y a beaucoup de cas d'entrepreneurs qu'on voit comme ça qui viennent nous voir alors que ils ont déjà contacté 30 fonds et ça n'a pas donné exactement ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que ce serait facile, finalement ça ne l'est pas. Pour nous, c'est très dur dans ces cas-là de s'intégrer à un moment où en fait tu as déjà une partie du marché qui est cramée, quoi. Parce que tu sais aussi que ça va très vite, les infos tournent très vite et que les gens se parlent. Et ça, malheureusement, c'est dur. Et on peut pas toujours contrer ça. Je préfère qu'on vienne nous voir avant. Je comprends, mais évidemment, et c'est toujours un peu la même chose, finalement, ça, tu le vois. Alors, et ça, on vient à cette question, finalement, de comment on aligne les intérêts, parce que c'est toujours un peu et moi, j'ai été intermédiaire sur différents univers, hein, d'ailleurs, dans des sessions d'entreprise et des choses comme ça, mais c'est de se dire, comment il s'appelait ce docu? Ça va me revenir juste après, le temps que tu me répondes, mais finalement, on n'a pas forcément les mêmes intérêts que le vendeur. Tu vois, toi, tu as quand même intérêt à faire un deal qui se fasse vite et très tôt. Un agent immobilier, il aime pas quand j'ai mis à vendre mon appartement avant parce qu'il a été vu, il me dit ça est traîné sur Le Bon Coin ou ailleurs, etc. Il demande de l'enlever, il veut le reprendre, etc. Toi, finalement, quand tu as déjà des gens qui l'ont vu, qui ont dit non, finalement, ça va refermer ta fenêtre. Tu vas te dire, bon, attends, il a vu la moitié du marché, les 2/3, les 3/4. Moi, j'ai plus intérêt avec mon truc. Pourtant, son deal est beau. Pourtant, voilà. Comment on aligne les intérêts? Parce que avec quelqu'un qui a intérêt de faire un beau deal et toi, tu as intérêt à faire un deal. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quand même, notre modèle fait que j'en connais pas tant que ça, des modèles où en effet, si t'as pas de résultat à la fin, t'es pas payé. Ça nous met quand même sur un mode où moi, à la fin de l'année, je paye pas mon équipe si j'ai pas fait le deal. Donc quand même, déjà, l'alignement, il est quand même très fort de par le modèle. Et maintenant, le fait d'aller chercher le plus beau deal, ça, c'est quelque chose qui se trouve au fil de l'eau parce que tu vois bien, en fait, et l'entrepreneur aussi, il le voit bien avec toi, à quel point il y a de la marge de manœuvre, à quel point tu as le choix déjà, parce que malgré tout, c'est peut-être pas très glamour de le dire, mais c'est la majorité des entrepreneurs n'ont pas 5 term sheets en fin de process. Donc il y a vraiment cette question de est-ce que tu as quelle marge de manœuvre de négo tu as? Et après, si tu en as, c'est aussi un choix de l'entrepreneur de se dire à quel point je pousse le jeu, à quel point je pousse le curseur. Parce qu'on a des entrepreneurs, leur préoccupation première, c'est de pouvoir retourner au business le plus vite possible. Donc, en fait, ça dépend vraiment, vraiment des cas. L'alignement, il se fait naturellement. Et en fait, quand au bout de 3 mois de relation où tu te parles tous les jours, clairement, il y a une espèce de fluidité qui vient et tu vois, tu as une forme d'osmose avec ton client qui est super sympa. Et tu as aussi l'intérêt pour toi d'être là en série B ou sur les deals de M&A, de fusion-acquisition qui viennent ou l'exit par la suite. Exactement. Ça, c'est le deuxième point, c'est qu'en fait, quand tu es là depuis aussi longtemps que Chausson Partner est sur le marché, tout le monde sait que tu peux pas faire un mauvais deal. Tu peux pas construire un mauvais deal, ça va te retomber dessus un jour ou l'autre. Soit parce que le client, après, a posteriori, va dire « Attends, il a pas du tout assez négocié le truc, en fait, j'aurais pu avoir beaucoup mieux. » Soit parce que le fonds va te dire « Attends, j'ai payé beaucoup trop cher, ça valait pas du tout ça, etc. » Donc, il y a aussi ça. Des fois, aller chercher la meilleure valo à un instant T, c'est pas forcément le meilleur bail pour la suite de l'equity story, tu vois. T'as l'impression de gagner à l'instant T, mais en fait, dès que t'as le moindre retournement de marché, que tu fais pas tes chiffres 9 mois après, là, bam, on te tombe dessus et t'as besoin d'argent additionnel et là, tu te fais un bridge à des conditions vraiment pas top parce que t'as été en sous-perf. Donc bref, je te réponds un petit peu à côté de ta question initiale. Non, c'est tout y est. Mais voilà. Mais ce qui m'intéresse là-dessus, c'est, et tu pourras aussi nous dire ce que t'en penses, Arnaud, mais justement, qu'est-ce qui a changé désormais? C'est-à-dire que
finalement, moi, je reviens à mes premiers amours où toutes ces années 2010 jusqu'à early, même 2020, il y avait 2 grands trucs. Enfin, il y a un grand truc par-dessus tout, c'était les SaaS, donc Software as a Service, et donc qui sont quand même en ce moment pour beaucoup dans une situation pas forcément extra, et donc on investissait beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, c'est limite les dossiers qu'on a plus envie de regarder. Enfin, voilà, donc il y a eu un vrai retournement de situation. Pour autant, tu as parlé de ces dossiers IA. Moi, je pense à Polcia. Je sais pas si vous l'avez vu passer ce dossier-là. Moi, j'en parlais il y a un mois avec un type Nanocorp et Polcia, là, Mathias Frachon, sur cet épisode de Génération It Yourself. On découvrait ça ensemble. Incroyable. Et les trucs sont partis dans l'espace. Le mec, il lève tout seul 30 millions. sur une valo à 150. Seul, quoi, au bout de 6 mois. Un Français dans la vallée. D'après, j'envoie ça à un de mes associés, Christopher, qui 3 jours après m'envoie un autre dossier, un type où, en fait, tu te dis qu'est-ce que tu peux me faire mieux que lever de l'argent quand t'es seul, enfin, en termes de performance, tu vois. Et là, il m'envoie un truc où il me dit, il y a une boîte où il y a personne. Il y a plus d'opérateurs, il y a un mec qui a levé 30 millions, mais il y a personne dedans, quoi, tu vois. Bon, alors, il doit quand même y avoir un chef d'orchestre. Mais ce que je veux dire, c'est que donc ça, c'est une niche spécifique où tu vas aller te mettre sur de la croissance. J'arrive même pas à savoir si c'est des bons ou des mauvais deals, honnêtement. Je sais pas ce que tu vois là-dessus. Quels sont les autres univers que vous accompagnez qui sont en vogue? La question implicite, c'est où est-ce qu'il faut aller regarder si tu es un jeune entrepreneur ou un investisseur en ce moment, en tout cas, réellement? Très difficile de répondre à cette question parce que je pense que si tu regardes les deals qui se font aujourd'hui, c'est justement peut-être pas le bon référentiel. Pour te remettre un peu dans notre historique, moi quand je suis arrivée il y a 8 ans chez Chausson, mes premiers deals c'était des Ornicar, des Cheers, et c'était les deals les plus sexy de la place, quoi. Donc tu avais des profils marketplace, D2C, c'était la mode. Tu te places 3 ans plus tard, c'est l'impact, tu vois, c'est des software sur l'impact qui ont le vent en poupe à fond. Nous on en a fait pas mal, tu vois. Et là, tu te places aujourd'hui, tu as encore une lecture qui n'a rien à voir. Donc, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il faut qu'il regarde vraiment ce qui se fait déjà. Il faut plutôt avoir un exercice de projection et plutôt faire par rapport à une notion de drive et d'opportunité qu'on peut voir. Mais clairement, je ne suis pas la meilleure personne pour donner ce conseil-là. Et par contre, qu'est-ce qu'on voit comme sujets qui sont dans tendance au-delà de la Gen AI qui prend beaucoup la lumière en ce moment? Clairement, dans les deep tech, il y a énormément de choses qui se passent. Je pense à l'industrie, je pense à la medtech aussi. Il y a vraiment beaucoup de sujets qu'on voit qui ont le vent en poupe. Nous, il n'y a pas très longtemps, on a accompagné aussi une société qui s'appelle Visia, montée par Catherine notamment et Alexandre, qui sont deux jeunes sortis d'école mais avec une ambition géniale. Et leur sujet, si tu veux, il y a une dimension IA, mais adossée à du hardware avec un deploy dans les villes. Pour te dire ce qu'ils font, ils installent des caméras dans les villes à la fois pour lutter contre les cas de dépôts sauvages et donc pour améliorer la propreté et aussi pour des cas de sécurité. Je te donne un exemple, mais cette boîte-là, tu te places 3 ans en arrière, elle n'est pas du tout sexy. Aujourd'hui, ça cartonne. C'est un peu dans les sujets où, si tu veux, mêler le software au hardware. Ça, en ce moment, c'est une grosse tendance de fond. Voilà. C'est dans l'anti-portfolio. Hein. Elle nous l'a elle nous l'a poussé, on l'a pas fait. Hein. Extra, mais alors donc ça c'était vraiment de leur list stage. Non, écoute, c'était une série A. Ils faisaient déjà plusieurs millions de revenus au moment où on les a accompagnés. C'est Headline qui a fait le premier tour, et depuis moins d'1 an après, là ils ont refait un tour avec un fonds US qui s'appelle Base 10, et c'est vrai que c'est une belle histoire. C'est encore que le début pour eux, mais je leur promets un grand avenir. Ok, ce qui est fou là-dedans, c'est que dans mon câblage d'investisseurs, quand tu parles d'industrie, même de medtech, autant sur les drones, je commence à comprendre un certain nombre de choses où par moment un drone est plus proche d'une munition, donc sur lequel tu peux scaler en fait assez fort. Mais l'industrie, je veux dire, c'est vraiment le truc qui, tu vois, il y a 10 ans, 5 ans, en tant qu'investisseur, ça te tendait, mais tu te dis, attends, tu veux dire quoi là? On va devoir faire un site, on va mettre 4 ans avant de le produire. Il y avait quelques trucs sur les protéines animales et qui sont tous ramassés, j'exagère à peine, mais pas loin. En fait, donc là, il y a quand même un vrai retour là-dessus, et ça va fonctionner, ou c'est juste un buzzword pour les gouvernements et les choses de dire on fait revenir
Non, c'est pas juste un buzzword. Tu es sur des sujets fondamentaux, un peu presque de résilience de nos sociétés occidentales aussi et de souveraineté. Donc, bien sûr, par contre, c'est des sujets qui posent beaucoup plus de questions sur le financement et qui ont des cycles de développement beaucoup plus un peu binaires. Tu vois, tu peux passer des années. Si on prend le cas c'est pareil, les réacteurs nucléaires, là, les small modular reactors. Il leur faut des cinquantaines et centaines de millions avant d'arriver au moment où vraiment tu vas avoir la mise sur le marché. Heureusement, tous les segments de l'industrie sont pas aussi extrêmes dans leur profil de financement. Mais en tout cas, tous ces sujets-là, si tu veux, on comprend vite que le besoin, la nécessité dans notre monde futur, elle est là. Donc, c'est ce qui fait que le marché du venture s'intéresse à ces segments-là aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que ça pose des questions sur les cycles de développement qui sont radicalement différents, bien sûr, de ce qu'on peut voir en software. Tu vois, on a eu ce débat, nous, en interne chez Ovni, sur les sujets robotique et industrie. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à faire le deal qu'on est en train de faire sur robotique industrielle que, tu vois, faire les deals très moonshot, robotique pour nettoyer, ranger ta maison, tels qu'ils ont lieu aux US avec des méga rounds, mais où ton avenir, il est quand même beaucoup plus incertain. Moi, je suis quand même beaucoup plus confort pour me dire, je finance ces deals où tu vas rapidement avoir 5-10 sites pilotes, tu vas avoir des vrais cas d'usage, des gens qui sont prêts à payer. Donc, moi, je pense que sur ces deals industriels, robotique, deep tech, infra, t'as vraiment de quoi faire en Europe. Après, il y a toujours encore aujourd'hui un trou sur le financement des premières usines, premières unités industrielles. Ça, c'est toujours dur. Et qu'est-ce que tu dirais, alors sans dire où faut aller, mais là où c'est le plus simple de lever en ce moment? Ah, franchement, je sais pas s'il y a un endroit où c'est particulièrement simple. Parce qu'en fait, en IA, c'est un vrai piège. On en entend beaucoup parler, mais c'est très binaire. Donc, il y a des sujets pour lesquels, en effet, tu lèves 30 millions sur un seed. Je sais même plus ce que ça s'appelle, un seed en IA aujourd'hui. Voilà. Mais à côté, il y a une autre réalité de beaucoup de sociétés où les fonds se posent énormément de questions sur les barrières à l'entrée. Et sur le fait que, voilà, tout simplement, est-ce que Claude, dans 6 mois, va pas être capable de remplacer cette proposition de valeur-là. Donc, c'est très binaire. Donc, très dur de te dire, franchement, il n'y a pas de bonne réponse. C'est pour ça qu'une levée de fonds, ça s'improvise pas aussi. C'est très rare d'être dans les spotlights. Voilà. Ok. Écoute, non, moi je trouve ça passionnant. C'est vrai que j'aimerais quand même que tu me donnes un peu quelques insights à croquer sur justement si ce n'est les choses les plus hautes, les typologies de dossiers, à minima, sans forcément dire ceux que tu t'acceptes, mais ceux qui viennent à vous aujourd'hui. Est-ce que si tu devais le diviser en 4, 5, 6 grandes, c'est quoi Ouais, écoute, on voit beaucoup de sujets autour de l'énergie, Ok. notamment sur le stockage de l'énergie. Tu vois, que ce soit la chaleur industrielle ou pas forcément que des use cases de chaleur, mais en tout cas, là, il y a un écosystème qui est en pleine sophistication de ce point de vue-là. Et en plus, tu es un peu drivé par tout ce qui peut se passer sur le marché des besoins, tous les enjeux du moment. Donc Ça, on a fait de l'énergie. Ouais, on a fait Epire, tu as fait un épisode avec Léa là-dessus. Hein. Yes. Donc ça, c'est un secteur sur lequel on voit des très beaux sujets. Industrie, je dis, nous, on voit beaucoup de choses sympas. Médecine, clairement. Bon, alors, MedTech, il y a des limites, tu vois. Si t'es sur un device qui est un implant ou ces genres de choses, là, c'est des profils de levée très spécifiques, c'est très particulier. Mais par contre, clairement, sur que ce soit de la recherche sur des nouveaux médicaments, des sujets comme ça, tu vois, il y a beaucoup de choses en ce moment. Et donc, nous, c'est un des spaces qu'on regarde beaucoup. Intéressant. Après, avant tout, on est assez agnostique parce qu'on sait que, en fait, les bonnes surprises, elles sont pas forcément là où tout le monde regarde. Donc nous, on aime bien des fois être un petit peu à contre-courant des tendances aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 premiers dont tu parles, énergie, industrie, c'est très cash intensif, quoi. Ça demande beaucoup d'investissement. Yes. Ouais. Et dans les autres, y compris la medtech, la physique, j'ai eu cette chance de me retrouver à un événement de Google la semaine dernière avec 2 prix Nobel autour de moi à dîner, etc., en Angleterre.
En fait, il t'explique Michel Devoré, prix Nobel de physique. En fait, et il y avait un article dans Le Monde hier là-dessus, mais que l'IA a tout accéléré. Et dans la médecine, il y avait une femme aussi qui était avec nous. En fait, accélère tout partout. C'est-à-dire qu'y compris dans des endroits, on parle pas que du SaaS qui est Non, totalement. du SaaSpocalypse, quoi. Hein. On est vraiment sur quelque chose où ils te disent, mais une thèse que tu faisais en 4 ans, il y a certaines IA qui vont te la faire en 4 minutes, quoi. Enfin, c'est du délire. Ça Mmh. change tout quand même dans les profils de... Écoute, ça change tout. Je pense qu'on est qu'au début encore de cette Ouais. nouvelle vague et surtout, nous, ce qu'on voit, c'est que ça crée un peu, des process qui sont pas évidents à lire parce que les fonds, légitimement, se posent énormément de questions sur, qu'est-ce qui est encore finançable aujourd'hui? Mmh. Et voilà, et on peut être une deep tech, mais bon, dans les deep tech, il y a quand même, aussi, un risque technologique souvent assez élevé, dans les premières étapes de financement, donc il faut Bien être sûr. capable de l'assumer. Est-ce qu'on est sur des cycles de 5-7 ans, comme c'était le cas dans le software? Ça, c'est des vraies questions. Donc c'est sûr que, les choses changent beaucoup, c'est, tu vois, naviguer justement cet écosystème qui est très mouvant et qui, tous les 6 mois a une autre réalité en tête, c'est ça qui est pas évident. Mmh. Et je pense que les fonds se rendent pas toujours compte de la difficulté de l'exercice parce que de leur point de vue, ils sont dans la machine, tu vois? Ils sont dedans, donc pour eux, il y a une forme d'évidence sur, qu'est-ce qui se regarde à un instant T, voilà, en ce moment, c'est la robotique, la défense, voilà, c'est parce que c'est là-dessus que les fonds ont levé leurs derniers fonds, quoi, donc forcément, ils ont un enjeu à investir là-dedans. Mais nous, de notre point de vue, les choses sont beaucoup plus, beaucoup plus larges, que ça. Sachant que sur les modes, pardon, vas-y Non, non, Arnaud. vas-y. J'allais dire sur les modes là-dessus, moi cet épisode avec Yann Lequin que je sors sur Génération It Yourself le week-end dernier là, sur les robots humanoïdes et même un peu la robotique au sens plus large, en fait il m'a quand même bien calmé, quoi. C'est-à-dire qu'il t'explique que le LLM, il va pas te régler le problème de la robotique. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Il y a plein de gens qui disent, d'ailleurs c'est drôle les débats qu'il génère derrière, hein, qui disent: «Non, c'est Mmh de mh. la merde ce que tu dis, tu as tort, tu as rien compris». Bon, tu as envie de dire: «Mec, tu parles à Yann Lequin quand même», mais après évidemment il a ses intérêts. Mais c'est vrai que, quand tu mets en face des propos d'Elon Musk, tu pourrais un peu tempérer tout ça et te dire: «Bah, ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu, 4, Ouais, 5, carrément. 6 ans, le robot humanoïde, oui, il bouge bien, mais pour l'instant, il est complètement teubé, quoi». C'est ça, et c'est pour ça que bon, tu vois, tu as cet effet mode où en ce moment, tout le monde est focus là-dessus et parce qu'il se passe énormément de Mmh. choses. Mais dans les faits, c'est aussi des marchés où je pense qu'il y aura, énormément de losers. Il y aura quelques Mmh. winners bien sûr, dans le lot. Mais du coup, je pense que dans 2 ans, on va voir, on verra si c'est toujours la robotique qui a à ce point-là le vent en poupe. Franchement, j'ai pas de boule de cristal et tout ce que je peux te dire, c'est que, jusqu'à ce présent, depuis que j'ai commencé chez Chaussons, ça les effets mode ont changé tous les ans, ou au moins tous les 2 ans. Donc, J'avais on vu un verra. article là-dessus où il Mmh. montrait que justement toutes les grosses, scale-up et licornes de ces dernières années sont pas dans les trends, Ouais. dans les vintage des trends. C'est-à-dire que, je ressortirai le truc, je le mettrai en lien de Ouais. l'épisode, mais tu vois que les bons entrepreneurs, c'est des gens qui ont anticipé et qui sont pas forcément en train de surfer, la vague du moment et tu vois, tu parles de, ces sujets, industrie, stockage de la chaleur et cetera. C'est vrai qu'il y a 2 ans, tu vois, quand Thomas, il nous amène un sujet comme Epir en comité d'investissement, qui fait ses briques réfractaires pour des industriels, c'est tôt, quoi. Tu vois, Mmh. ça reste tôt. Tu as pas eu, tous ces sujets-là et aujourd'hui, ça devient évident. Mais donc je pense que pour toi comme pour nous, en tant que, tu vois, leveur de fonds et investisseur, c'est s'inscrire soit à contre-courant de ces tendances, soit vraiment très en amont. Moi, une leçon pour citer un concurrent, que j'ai appris, vraiment, à mes dépens sur mes tout premiers véhicules d'investissement il y a 10 ans. J'ai mis un ticket de 200 000 € dans une boîte et il y a Pascal Mercier d'Ader Finance qui me croise dans le café, je sortais avec les C'est entrepreneurs. Pascal avec qui j'ai bossé après Voilà m'être fait Ah oui. kicker Et par et Pascal me dit: «Ouais, je les ai vus, non mais ça marchera pas, ils sont un peu en fin de vague». Et tu vois, c'est un conseil que j'ai pas écouté. Je suis sorti 7-8 ans après avec 0,8 fois, notre argent, donc on a sauvé les meubles. Mais tu vois, il avait eu la bonne lecture de se Mmh. dire: «En fait, ils sont pas dans la Bah, vague». c'est un peu le piège quand tu es investisseur, tu as envie de faire aussi un peu le deal, shiny du moment. Donc en ce Mmh. moment, c'est la robotique, c'est la défense, donc tu y vas.
Et mais la perf, elle est dans 5 ans, dans 7 ans. Donc et ça, c'est pas évident. Et ça, c'est un truc que tu dis, toi, dans ton job, parce que tout à l'heure, un peu, je me disais, comment tu séduis, je te posais les questions, les jeunes, moins jeunes entrepreneurs, pour bosser avec toi, se dire est-ce qu'ils ont vraiment besoin de toi ou pas. Tu m'as répondu à ça, mais est-ce que de l'autre côté, tu as une petite pression, angoisse de dire auprès des fonds et des gens à qui tu présentes, je vais pas leur présenter que des bouses. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bien sûr, je pense que justement notre réputation, c'est parce qu'on a ce niveau de filtre qui fait que, quand on envoie un dossier, par défaut les fonds savent que c'est quali. Voilà, alors après, tu investis quand même que dans 2-3 dossiers dans l'année, donc bien sûr que tous ne passent pas, mais ce niveau de filtre-là, il est clé et donc oui, bien sûr, on se doit de choisir des dossiers dans lesquels on croit et donc en ça, on prend un peu cette posture de VC qui t'amène à devenir BA, d'ailleurs assez vite, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'inverse du VC, on garde toujours cette vue 360 et puis un peu ce recul sur le fait que, bah ouais, en fait, les effets mode, ça change et il y a des fonds pour tous les sujets, heureusement, pas que pour les boîtes de Generative AI. Non, mais c'est bien, non, mais c'est là où c'est intéressant parce que tu te dis, je parlais d'alignement d'intérêt tout à l'heure, mais c'est si demain j'ai Laurence qui vient et je me dis à chaque fois qu'elle vient, c'est un bon, c'est toute la théorie de Naval Ravikant, si tu connais un peu, mais à chaque fois qu'elle vient, c'est un super dossier, donc limite je les regarde même plus parce que je sais que c'est bien. Bon, là, tu as réussi à faire ton job au max, tu vois. Mais à la fois, je pourrais aussi voir ton métier, si je suis du côté, moi, entrepreneur, de me dire, attends, moi, si je vais la voir, mon dossier, il est pas si bien que ça. Mais comme elle va me faire, tout à l'heure, il y a un truc, tu m'as fait tiquer, Arnaud, en disant, je vais le faire répéter le rehearsal, là, tu vois, et tout ça, pour qu'il vende bien son truc. Et en fait, il y a probablement des gens qui sont nuls et qui savent pas bien vendre un super projet. Mais c'est toujours un peu l'équilibre entre réussir à très bien vendre un projet qui est pas terrible ou Ouais, mais alors, je pense que tous les leveurs ont pris un dossier un jour où, a posteriori, tu t'es dit: «Ah, quand même, mince, j'aurais peut-être pas dû le prendre celui-ci». Vas-y, balance tous les dossiers aussi. Je te rassure, tous les VC aussi. Je te rassure, tous les VC aussi. Et toi aussi, en tant qu'angel aussi. Donc, oui, voilà. oui, on a tous nos... Oui. Non, mais écoute, je pense que par contre, mais la base de notre métier, ça peut paraître juste un nom, contradictoire. s'il te plaît. Non, franchement, et souvent, c'est des dossiers qu'on sort finalement même pas sur le marché. Si tu veux, quand tu prends un dossier et qu'au bout d'un mois de prep, T'as bossé tu vois sur Miro, par exemple? Bah alors, chaussons un travail avec Miro, mais c'était il y a très longtemps, à une époque où l'histoire était loin d'être dite et où à ce moment-là, ils étaient sur une super tendance. Mais bon, donc en fait, la base, c'est quand En fait, c'est le poisson de Christophe qui l'a sorti. Non. Ça, non. Ah non, c'est pas celui-là, non. Non. Mais non, je dis ça, Miro, c'était MERO, c'était un dossier en effet qu'à la fois, chapeau à ceux qui l'ont fait, etc. Et moi, pour la petite histoire, si j'y ai pensé, c'est qu'avec avec Pascal Mercier, j'étais sur un dossier en face parce que j'avais cofondé une boîte concurrente. C'est un ancien de chausson d'ailleurs, Pascal, Mercier. Oui, c'est vrai. Je me semble qu'il avait dit ça dans son pitch. Beaucoup d'anciens de chaussons un peu partout dans cet écosystème. Il nous avait vendu Ocus, qui était un concurrent, mais on était dégoûtés parce on était parti sur une valo, je sais plus, à 20 ou 30 millions, quand en face il était à 200 et tu te dis, non, de lever à 200, je sais même plus, ces chiffres étaient délirants. Ok. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que tu vois, l'histoire, elle est dite finalement que très tard, quoi. Donc, il faut faire attention aux vanity metrics, chiffres qui ont l'air sympas. J'ai pas répondu à ta question non, finalement. Vas-y. Mais ouais, qu'est-ce que je te disais? La base, c'est qu'en tant que lever, finalement, en banquier d'affaires, on prend des deals. L'entrepreneur devrait pouvoir le faire tout seul et il peut le faire tout seul. Moi, c'est mon premier filtre, en fait, c'est de me dire, OK, est-ce qu'il pourrait lever sans moi? Si je me dis oui, c'est que c'est un bon signe. Si je me dis non, j'y vais pas. Et pourquoi ça a quand même un sens de travailler avec lui? Parce que le gars, il peut être très bon dans ce qu'il fait, mais il peut peut-être pas beaucoup aimer l'exercice d'aller voir des fonds toute la journée. Il préfère parler à ses clients. Ou alors, il est solo founder. Il a peut-être pas que ça à faire. Tu vois, les 30% de temps qu'on peut lui faire économiser, il les prend. Et oui, il est conscient du fait qu'il ne connaît pas toutes les règles du jeu. Et aussi l'intégralité des fonds, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais les fonds, aujourd'hui, il faut penser global tout de suite. Dès la série A et presque dès le seed, il ne faut pas penser qu'aux fonds qui sont autour de soi, mais gérer un roadshow. On va avoir des fonds français, des fonds allemands, des fonds anglais, des fonds US potentiellement qui réfléchissent encore hyper différemment.
c'est une gymnastique que tout le monde n'a pas envie de faire. Sachant que là-dessus, il y a quand même pas mal de fond. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Arnaud, mais à un moment qui te disait, il faut de toute façon pas se prendre la tête avec un maximum de choses. C'est-à-dire, tu veux des bureaux, tu vas chez WeWork, tu veux un CRM, tu vas chez Salesforce, tu veux un machin. Ouais. T'avances, tu lèves des fonds, tu vas avoir le meilleur lever. Et parce qu'en fait, ton but, c'est juste de bastonner, d'aller le plus vite possible, etc. C'est encore valable, ça ou... Écoute, ce que je peux juste te dire sur la base du portefeuille OVNI, et tu vois, nous, donc c'est un fonds de 50 millions, le portefeuille a relevé à peu près 75 millions, c'est que les entrepreneurs du portefeuille qui m'ont le plus impressionné sur leur process de levée sont ceux qui ont été accompagnés par les meilleurs leveurs de place. C'est-à-dire que déjà, ils sont très bons, mais vraiment, le process avec un bon lever les sublime. Tu vois, tu as eu dans tes épisodes Génération Do-It-Yourself des coachs de sportifs de haut niveau. J'ai plus le nom en tête. Thomas Samut, notamment, Ouais, coach de avec Léon qui j'ai Marchand. discuté. Donc, en fait, ces gens-là, ils subliment la performance du Bien sportif. sûr. Et je pense qu'un bon leveur de fonds, pour moi, c'est ça. Mais comme un bon VC. Tu vois, un board qui fonctionne bien, un duo, un trio d'investisseurs qui fonctionne bien, en fait, ça sublime la boîte et ça lui donne une trajectoire qu'elle aurait peut-être pas eue. Et donc, moi, le recul que j'ai, tu vois, ça fait maintenant 11 ans, un peu comme Laurence, que j'ai investi en tant qu'angel, en tant que VC, c'est que, effectivement, un entrepreneur qui est déjà bon, et j'ai le même critère que toi, c'est-à-dire les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui vont réussir sans toi. Et c'est à ceux-là qu'il faut donner de l'argent et leur apporter un plus. Voilà. Mais c'est vrai, en fait. Jean-Baptiste Hironde, il aurait réussi sans moi. Tay Chris, il aurait réussi sans moi. Les mecs d'Acceptio, ils auraient réussi sans moi. Jean-Baptiste Kempf de Kyber, il réussira sans Arnaud Laurent. La question, c'est est-ce qu'on connecte ensemble? Est-ce qu'on va faire du bon boulot ensemble? Est-ce qu'on va créer de la valeur ensemble? Qui réussira mieux et plus vite. Et c'est vrai avec un VC, c'est vrai avec un lever. C'est ça, c'est un peu la métaphore du coach de sportif de haut niveau. Elle s'applique hyper bien. Bien sûr que c'est déjà une personne exceptionnelle, quoi, mais ça veut pas dire qu'elle a pas besoin de ping-pong, d'exercice, de prendre des feedbacks. Et moi, les entrepreneurs qui m'impressionnent le plus, c'est ceux où tu viens leur mettre une petite bille dans ma machine, une petite idée, et tu les revois au meeting d'après. Ils ont déjà intégré tout ce que tu leur as dit, commencé à tester des choses, etc. Et ça, c'est tout un truc génial. que les Français ou les Européens, et je déteste le French bashing, pardon, j'aurais pas dû dire ça comme ça, mais quand même, on n'est pas exactement câblé comme ça. C'est un peu le docteur pour aller mieux. Pas le docteur pour te soigner quand tu vas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout va très bien, mais je pourrais faire encore mieux, quoi, tu vois? Et ça, je trouve ça intéressant. Après, tu vois, nous, on force personne à prendre un lever. Clairement, on n'est pas là pour ça. Mais si tu vois nos clients, on a autant des first time que des repeats. Et voilà. Investir sur soi en tant que dirigeant, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu vois, tu parlais de pitcher devant des fonds internationaux. Nous, on embête vraiment tous les entrepreneurs du portefeuille avec, s'ils sont un peu légers en anglais, le fait de prendre des cours d'anglais. Et en fait, aujourd'hui, on essaye de faire que des tours de table avec des fonds internationaux. Et il faut investir, que ça soit sur du coach, sur des profs d'anglais, sur tout ça, en fait, sur tout ce qui fait la narrative et la force d'un dirigeant dans son environnement. Ok. Bon, du coup, vous m'avez pas dit dans quoi je dois lancer un business quand même à la fin, quoi, tout ça. Mais Gen AI, c'est bien, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde. Ouais, faut être drivé surtout. Tu vois, là, on parle de sujets de robotique, d'énergie. Ça s'invente pas une vocation là-dedans. Donc, faut aussi se dire où est-ce que moi je vais avoir l'énergie de tenir des années sur ce business et d'essuyer des moments qui sont parfois très sympas, mais souvent pas faciles aussi sur la route, quoi. Et si on conclut l'épisode, toi, tu as un double profil. Donc, tu es ingé INSA, c'est ça? Plus école de commerce. Oui, j'ai fait un petit tour sur les bords d'HEC dans le master. J'ai une ingé qui a mal tourné, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que tu tiens 11 ans dans cette industrie, que tu as cette passion, que tu investis tes économies dans les startups? Qu'est-ce qui fait que tu vas encore bosser 5-10 ans dans cette industrie? C'est quoi ton drive et ton moteur? Écoute, moi, je suis arrivée dans ce métier par accident, vraiment. Hein. C'est-à-dire que je connaissais pas le métier de lever il y a 8 ans. Et je pensais y rester 1 an. Et je me disais, non, mais moi, je voulais vraiment être entrepreneur et tu vois, ou être late founder d'une boîte. Donc, je me suis dit, je reste 1 an, je verrai des boîtes super et puis je partirai. Puis finalement, au bout d'1 an,
Je suis tombée vraiment addict de ce métier et de ce métier et de cet écosystème parce que c'est un écosystème qui est juste galvanisant. C'est l'endroit de tous les possibles. C'est l'endroit où peu importe ton background, c'est un endroit où tu as la chance de travailler toute la journée avec des gens qui ont un niveau de drive qui est incroyable. Et ça, ça vaut pour moi, c'est ce qui me fait tenir tous les mois et toutes les années depuis 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui se passe si on vient de la part d'Arnaud Laurent et de Mathieu Stéphanie chez Chausson? On passe à 5% au lieu de 6, c'est ça ou... Ça dépend. Ça dépend. Non, bien sûr, vous serez bien accueillis. Donc, n'hésitez pas à me demander le contact. Mais on aura surtout une coupe nous, de champ au lieu du petit café, quoi, c'est ça. Mais... ouais, ou de l'eau pétillante. Voilà, waouh. C'est la folie chez Non, Chausson. mais écoute, en tout cas, nous, on est toujours contents de rencontrer des entrepreneurs. Et moi, que finalement on travaille ensemble ou pas, je veux dire, faut pas se poser trop de questions. C'est rarement une mauvaise idée d'aller voir un lever avant son process, qu'on choisisse de travailler avec ou pas par la Très bonne suite, série. parce que ça permet de donner vraiment cette vue 360 du marché, d'avoir un peu cet état des lieux de qu'est-ce qui est adapté pour moi. Voilà, donc... À choisir, il vaut mieux aller voir 2-3 levers en début de process que 2-3 VC. Ça, c'est sûr que c'est mieux. Ouais, et avec nous, tu te crames jamais vraiment. Avec un VC, ça va un peu plus vite. En effet. Intéressant. On te suit sur LinkedIn. Yes, sur LinkedIn. Publies un peu. Vous avez une newsletter, autre chose, un média. Ouais, on a une newsletter avec Chausson faite par mon associé Marc Sudreau, qui est canon sur tout l'écosystème français, avec une comparaison aussi avec les écosystèmes européens. Ok. Donc ça, si tu vas sur notre site, il y a le lien pour t'inscrire et je peux que vous le recommander. Chaussonpartners.com. Chaussonpartners.com. Get in touch, Exactement. c'est tout en haut à droite. Et non, ça c'est le project. Subscribe to our newsletter. Ok, très bien. Et sinon, ouais, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. Alors attends, la question subsidiaire avant de dire à tout le monde de te suivre dès maintenant sur LinkedIn, c'est Laurence Hemery, Hemery. Tout est donné dans les descriptifs de l'épisode, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta peut-être, en tout cas sur Spotify, Apple Podcast, partout. Okay. Quelle était ma question? Est-ce qu'il y a des gens, vraiment, des bons projets que vous acceptez, qui passent par ce formulaire d'inscription Tell us about your project et qui t'envoient le truc? Est-ce que ça arrive? Ok, je m'attendais pas à cette question. Écoute, il est probable que le taux de transfo soit pas top. Est-ce qu'on a quand même eu des trucs sympas? Peut-être, mais tu vois, ça m'a pas marqué en tout cas. Arnaud, est-ce qu'on a déjà eu des projets tombés du ciel dans lesquels on a investi, qui viennent vraiment de nulle part? C'est une bonne question. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il y en a un. Vu le bruit qu'on fait, en plus, on peut quand même être plus visible. Je pense qu'il y en a un ou deux sur la globalité que j'ai fait ces 11 dernières années où c'est ça. Cold c'est un LinkedIn ou un mail qui s'est un peu perdu et que tu récupères. Et en tout cas, moi, j'y suis très attentif. Nous aussi, on regarde tout. Je le regarde. Ok, j'aimerais trop qu'on réussisse à faire ce funnel-là, cet entonnoir qui nous permet de recevoir des super bons projets comme ça, que les autres n'ont pas en plus, du coup, peut-être. Merci Arnaud, merci Laurence. Abonnez-vous à OVNI, ça nous permet d'avoir plein d'invités encore plus prestigieux comme Laurence Hemery aujourd'hui, et puis à chaque épisode sur toutes les plateformes, et puis envoyez-nous vos commentaires, vos coups de canif si vous nous détestez, ou voilà, pas trop méchant quand même, c'est mieux. Et merci de ton soutien dans l'aventure OVNI. Ravi d'être arrivé à faire ce podcast avec toi. Je pense que ça fait à peu près un an que je relance Laurence pour qu'on arrive à trouver une date commune pour faire cet enregistrement. Non, mais merci de l'invitation et très contente de faire partie de cette aventure OVNI. Merci. C'était passionnant. En plus, on vous a fait gagner 1%. Allez, je te laisse là-dessus. Vite.